Je m'appelle Sonia. Je suis présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie. C'est un honneur pour nous de participer à ce forum des femmes francophones et je souhaite ici remercier l'organisation Coésé et en particulier ma femme d'Almeida euh, qui nous a permis d'être présente à ce niveau international. L'objectif pour nous, de notre participation, est d'une part d'être visible et de pouvoir donc bénéficier des expériences des autres pays afin de faire évoluer de notre côté, ou en tout cas donc de la partie de la partie du Pacifique Sud, nous les femmes, de faire évoluer notre condition. Ma présentation donc ce matin va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je tenterai de vous présenter ce qu'est l'Océanie francophone, qu'est-ce qu'on entend par Océanie francophone, qui sommes-nous, où est-ce que nous habitons et qui nous sommes. Dans un deuxième temps, pourquoi l'Union des femmes francophones d'Océanie, et puis vous dire aussi nos ambitions et surtout donc notre analyse de la situation actuelle et ce que nous attendons aussi de notre participation à ce forum international. Voici donc quelques explications pour vous présenter l'Océanie francophone. L'Océanie francophone, c'est 27 pays et États insulaires éparpillés sur 85 000 km², et puis tout ça sur l'océan, l'immense océan Pacifique. Alors, nous avons donc l'Australie, que tout le monde connaît, avec la Nouvelle-Zélande, et puis ce grand bassin bleu foncé, c'est un bassin donc anglophone. La partie francophone de cette zone et de cette partie du monde, donc ce sont les zones coloriées en rose. Hein. Alors, on compte 3 grands groupes de peuplement dans l'Océanie francophone. D'abord, donc, les Mélanésiens qui occupent donc toutes ces îles-là, et puis les Polynésiens, toute cette partie de l'Océanie. Et les Micronésiens sont bien plus dans l'autre hémisphère. L'Océanie francophone comprend 3 territoires et pays d'outre-mer français, mais aussi un État indépendant situé à l'ouest, au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, un pays mélanésien comme la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, qui est donc une république. La Nouvelle-Calédonie, l'Océanie francophone, c'est 642 000 habitants sur 42 millions de population de toute cette zone du Pacifique Sud. Nous avons donc la Nouvelle-Calédonie avec 271 000 habitants, 43% sont autochtones. La Polynésie française, c'est cette grande zone orange là, la rose, la Polynésie française, 279 000 habitants. Wallis-et-Futuna, 11 000 habitants. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la République du Vanuatu. Alors, pourquoi est-ce que cette zone, elle n'est pas orange? Parce que donc la République du Vanuatu est un État indépendant. Elle compte 258 000 habitants et seulement 80 000 habitants sont francophones dans cet archipel et 90% d'entre eux sont autochtones. Mais c'est surtout donc un ancien condominium anglo-britannique et français. Et quand il est devenu indépendant, et bien, sa langue nationale était donc l'anglais. Alors l'Océanie, c'est tout ça. C'est des peuples avec différentes cultures, des femmes
et des hommes qui vivent dans cette partie du monde isolée de tous. Pourquoi donc la deuxième partie de mon propos, donc pourquoi l'Union des femmes francophones d'Océanie? Eh bien, donc la question des femmes en Océanie, les femmes sont isolées et vulnérables. Géographiquement, les unes des autres, elles sont isolées, et puis aussi linguistiquement, puisque donc leur pays se situe dans un bassin essentiellement donc, anglophone. Et bien que nos pays sont gérés et administrés par des institutions démocratiques, les femmes sont encore très marginalisées à tous les niveaux de la gestion des affaires de ces pays-là. Par exemple, en matière de formation et d'éducation, le système éducatif est performant avec un taux d'alphabétisation de 95%. Malgré plus de filles diplômées, les postes à responsabilité et les organes de décision sont essentiellement occupés par les hommes. En matière de santé, plus de 50% des Océaniens sont en surpoids et obèses. 75% de nos populations sont atteintes de maladies non transmissibles, tout ce qui est hypertension, diabète, etc. Ce sont les femmes les plus touchées, malheureusement, encore. Les violences faites aux femmes. Alors, les violences que subissent les femmes en Océanie, c'est dramatique. Hein. Dans une étude menée par la France, l'Océanie francophone détient le record des violences envers les femmes avec 20% en Océanie contre 2% en France. Alors, le changement climatique, la gestion de la crise de la COVID-19 ont augmenté la vulnérabilité et l'insécurité des femmes en Océanie. L'Union des femmes francophones, face à ce lourd constat et ce déclin de nos populations, qu'on estime être en danger. Donc l'Union, nous avons décidé lors d'une réunion régionale autour de la question des droits des femmes, de créer une alliance et une union des femmes francophones afin de faire avancer les changements et plaider pour l'émancipation de nos femmes. Alors, cette organisation a été créée en 2011. Elle regroupe les organisations de femmes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et de Wallis-et-Futuna. Notre organisation a pour objectif de renforcer les capacités des organisations de femmes à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, à briser l'isolement des femmes francophones de l'Océanie et à soutenir une meilleure intégration régionale et internationale des problématiques de genre des pays et territoires francophones d'Océanie. De ce réseau de regroupement d'organisations de femmes, dans la diapositive de présentation, vous imaginez donc l'isolement des femmes sur des petites îles, des archipels. Donc, de ce réseau de femmes francophones, en 2019, nous avons créé, avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union des femmes francophones régionales, qui donc est une structure juridique qui permet donc à notre mouvement d'entrer donc pleinement dans les organisations donc régionales et internationales. Nos ambitions, nos perspectives. La France donc quand la France a ratifié la CEDEF en 1983, il y a eu donc un plan aussi, les organisations, les ONG et les associations de femmes de l'Océanie ont aussi participé à la conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Beijing et à laquelle
le monde international donc, a mis en place le plan d'action en faveur des femmes de 1995 à 2015. Ici, donc, on parlera aussi de comment est-ce qu'on a bénéficié de ce mécanisme de développement pour justement faire avancer le développement des femmes dans cette partie du monde, tout en sachant que non seulement on était isolés géographiquement, linguistiquement, mais aussi en nombre. Il est important de signaler que le regroupement, donc nous avons au niveau de l'Océanie, le Forum des îles du Pacifique est une organisation régionale dans laquelle les États du Pacifique se rencontrent pour mettre en place donc, des plans stratégiques et notamment donc un plan stratégique pour cette partie pour les îles du Pacifique 2018-2030. Eh bien, en début de présentation, j'ai bien situé donc l'Océanie francophone était représentée par trois pays d'outre-mer français. Et le droit des femmes dans ces pays insulaires est très lent à se mettre en place dans un système démocratique parce qu'il y a beaucoup de freins au niveau donc des mécanismes de gouvernance. C'est pourquoi donc dans cette présentation, il est important de dire que le parti politique des pays d'outre-mer français est un frein à l'application de la CEDEAO. Parce que d'une part, nos pays sont dotés de gouvernements locaux et ne sont pas signataires de la Convention, donc ils n'ont aucune obligation sur un plan international. Mais aussi, d'autre part, leur statut ne leur permet pas de bénéficier directement des instruments de l'ONU. La gestion de la crise sanitaire et les crises politiques que traversent nos institutions et organisations régionales amènent une certaine instabilité dans notre région. Compte tenu des enjeux géopolitiques de la France dans le Pacifique, nos systèmes de gouvernance ont du mal à se massifier. Donc, il y a un certain frein, puisque les organisations locales n'ont pas signé quoi que ce soit comme engagement sur un plan international. Donc, forcément, ils ne se sont pas obligés de développer ou d'accélérer donc tous ces mécanismes d'intégration du droit des femmes et de l'implication des femmes dans la gestion des pays. Et puis, je vais conclure ici mon propos pour dire que notre visibilité à un niveau régional et international nous permet de sortir de notre isolement pour nous saisir de tous les outils existants permettant d'influer nos gouvernements afin d'accompagner le changement dans nos villes. Voilà, donc je ne serai pas plus longue et je vous remercie de votre attention. Sonia, merci à tous les membres de l'association Union des femmes francophones de l'Océanie pour tout ce que vous faites pour les femmes francophones. Alors, chers participants, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres rapports, d'autres contributions? Alors, nous avons Marie-Laure du Gabon qui vient de nous rejoindre. Alors, bonjour à toi aussi, Marie-Laure. Merci de nous rejoindre dans cette session qui parle des défis entre la tradition et la modernité, l'ensemble de tout ce qui se passe actuellement en Océanie avec l'Union des femmes francophones. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Actuellement, nous sommes à la phase des questions, des contributions héros. Donc, si vous avez des questions à poser à la présidente de cette organisation, elle est avec nous. Donc, elle se fera le plaisir de vous répondre. Cela vaut pour vous tous, chers participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
En silence me attendant fait peur. que... Ok, Madame Sonia, je vous écoute. Si c'est en train de parler. Je disais que ce silence me fait peur. Oui, moi aussi, ça me fait peur. Mais je crois que nos chers participants sont en train de réfléchir pour poser de bonnes questions. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Madame Sonia, elle est là pour discuter avec vous et répondre à toutes vos inquiétudes. Mais en attendant, Madame Sonia, moi, j'ai une question. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé des défis entre la tradition et la modernité. Donc, c'était le thème de la session, c'est-à-dire ce qui se passe en Océanie. Donc, est-ce que vous pensez que la tradition a toujours un poids sur la lutte des femmes francophones de l'Océanie? Et si c'est possible que vous partagez avec nous certaines traditions qui se passent actuellement chez vous et qui constituent un obstacle à votre lutte, histoire de faire un benchmark avec ce qui se passe chez nous également dans nos divers pays de partout où nous vous suivons et en même temps voir certaines traditions que nos consoeurs aussi subissent dans leurs différents pays et qui peut constituer un obstacle ou un frein à la lutte pour l'égalité. Oui, alors je n'ai pas trop, c'est vrai que je ne suis pas allée en détail sur la présentation de l'Océanie concernant donc les peuplements. Tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre d'autochtones par pays, mais je vous ai signalé aussi qu'il y avait trois grands peuplements dans le Pacifique, et les enfants sont concernés par deux types de peuples. Le système traditionnel des Mélanésiens donc s'appuie sur des alliances de groupes humains qu'on appelle clans, et l'organisation sociale s'appuie sur ces clans qui sont propriétaires fonciers et qui évoluent donc dans une zone géographique du pays. Enfin, voilà. Imaginez-vous des îles, comment dire, cartographiées groupes, euh, par, par des groupes de clans. Et puis, de ces des zones linguistiques d'influence. Donc ça, c'est l'organisation qu'on peut trouver en terre mélanésienne, en pays mélanésien. Et puis, en Polynésie, le système social est basé sur le même système qui existe en Europe, c'est un système féodal comment dire, une autorité suprême et puis une zone géographique avec des sujets et des terres. Comment dire, c'est les fondements aussi c'est important aussi de prendre cet aspect pour comprendre aussi comment dire, la construction de ces femmes-là par rapport à leur processus de libération, comment dire, leur approche du monde et de l'évolution dans lequel elles veulent s'intégrer. Et dans le traitement des violences, donc on voit tout de suite donc la différence d'approche quand il s'agit des groupes ethniques appartenant au peuple mélanésien et groupes ethniques qui appartiennent au peuple polynésien. Euh, chez les Mélanésiens, donc la femme, comment dire, elle est au centre des alliances puisque donc elle est mariée et puis elle apporte donc la fertilité dans le clan pour augmenter donc la capacité du clan à rayonner. Et puis, en Polynésie, elle a le même rôle, mais seulement donc elle est plus mise en valeur, elle est, elle est, elle est plus, comment dire, pas exposée, mais vénérée. Elle est très, elle a le, elle est
on a l'impression qu'elle est plus, enfin, elle est sacrée, considérée comme sacrée. Et quand il s'agit donc du traitement des violences, comment dire, bon, ce sont aussi des violences qui sont perpétrées dans le milieu intrafamilial, hein, pour la plupart des cas. Mais dans la résolution donc, de cette violence-là, on doit donc tenir compte de cette approche-là pour construire leur réhabilitation. Je m'explique, quand il s'agit par exemple d'une victime de violence qui est reçue par une assistante sociale qui a été formée en Europe et qui, elle, enfin, je ne critique pas le système de formation, mais qui n'a que comme outil ou critère d'évaluation concernant la réinsertion, que cette femme doit donc se contentera d'avoir un toit d'être en sécurité et d'avoir un toit sur la tête, et qu'elle soit séparée de son foyer, de son clan, de sa tribu, de tout ce qu'elle fait, qu'elle existe, et qu'on la retrouve en ville dans un appartement, certes, en sécurité pour elle, certes, mais coupée du lien social dans lequel elle a évolué depuis qu'elle soit née, quoi. Et souvent, donc, on déplore que les femmes retournent les victimes de violences retournent vers leur agresseur. Pourquoi? Parce que le traitement et la compréhension des cas de violence ne prend pas en compte aussi cette approche, comment dire, communautaire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, j'ai aimé la réponse. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est au niveau de la Polynésie, où on a plutôt l'impression que les femmes sont au paradis. Bon, j'ai saisi que les femmes sont vénérées et qu'elles sont en quelque sorte un peu plus considérées que dans plusieurs autres pays ici en Afrique, où le patriarcat sonne vraiment. Donc, cela voudrait dire qu'il y en a certaines traditions qui sont un peu plus bénéfiques pour la femme. Donc, on va remercier quand même pour ça. Peut-être nous aurons le temps de venir aussi tester cette grâce en Polynésie un jour et profiter. Alors, chers participants, est-ce que vous avez une question? Oh, il y a Nadège Anago qui dit qu'il n'entend rien. Oh, quel dommage. Le micro, vous êtes... Non, je vous ai attendu, ça veut dire que vous n'étiez pas sur muet. Nadège, est-ce que vous pouvez augmenter le volume de votre ordinateur ou de votre téléphone portable? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres contributions ou d'autres apports à faire à cette session? Je rappelle que c'était autour des défis entre la tradition et la modernité en Océanie. Donc, l'Océanie qui est une forme de continent également, et que là-bas, nous avons plusieurs populations qui ont aussi leur tradition, qui ont leur modernité, qui ont des influences de part et d'autre sur la femme. Donc, c'est ce travail que l'Union des femmes francophones de l'Océanie s'est donné afin d'aider toutes ces femmes-là à prendre conscience de leur potentialité, à jouir de leurs pleins droits, afin donc d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, elle nous a fait un brillant exposé sur tout ce qui se fait par l'organisation, sur la situation des femmes en Océanie. Donc, si vous avez des questions, on me signale que des participants ont levé la main. Un instant, nous avons Akana Armel. Je pense que Madame Essono Eni avait déjà parlé. Je ne sais pas si elle a une autre question, mais nous allons revenir. Il y a Akana Je Armel. Si vous êtes là, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est une question. Armel Akana de WPMC, Women for Peace, Mediation and Conflict Prevention. Est-ce que vous pouvez allumer ton
votre caméra pour qu'on puisse vous voir Quel parler. pays? Quel pays? Je n'entends pas. Le Cameroun, le Cameroun. OK. Cameroun. Ah, je ne sais pas si la caméra, si. C'est bon maintenant, super, merci. OK. J'ai une question de curiosité. J'aimerais savoir quel est un acte, s'il y a un acte qui dévalorise la femme polynésienne de l'Océanie en général, bon, dans la coutume. Par exemple, ailleurs, on peut après les deuils, par exemple, on fait rouler les femmes dans la boue, des trucs comme ça. J'aimerais juste savoir s'il y a des actes pareils. Un exemple. C'est une question pour savoir. Merci. Non, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de pratique de scarification, des choses comme ça qui atteint donc le corps des femmes. On ne pratique pas ce genre de choses dans nos coutumes. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai répondu? Ouais, c'était juste une simple question de curiosité pour mieux savoir. Oui. Ok. Par contre, dans les sociétés polynésiennes, donc elles ont elles ont donc le système, enfin le tatouage qui est pratiqué sur les femmes les plus nobles dans la hiérarchie de leur société. Ok, Mais d'accord. sur les grandes, enfin non, non, il n'y a pas de. Dans la Mélanésie, donc on pratique la scarification, mais ça se fait de moins en moins. Il existe quelques populations en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui pratiquent encore donc le tatouage, la scarification, mais c'est pas donc c'est pas très c'est spécifique à la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui elle donc comprend 6 millions de Papous. Hein. Moi je suis en Nouvelle-Calédonie, nous ne sommes que 118 000. Hein. Ok. Nous sommes francophones et eux ils sont anglophones. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'étais curieuse de savoir. Merci. Ok. Victorine. Oui, je voudrais répondre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Je voudrais répondre à la question de Victorine. Victorine, donc les changements qui ont été opérés, c'est donc justement comment dire, la libération de la parole des femmes en milieu océanien. Donc ça, c'est un gros point positif. C'est aussi donc qu'elles ont pris conscience que si elles ne se lèvent, si elles ne se battent pas, elles sont elles-mêmes le garant des acquis qu'elles ont obtenus durant tout ce laps de temps comment dire, ce temps auquel donc elles ont milité pour acquérir des droits, le droit au vote, à ouvrir un compte en banque, à s'exprimer, à écrire, à aller à l'école, à obtenir les mêmes diplômes que les autres, enfin que les hommes, à accéder donc à des postes ou à des métiers essentiellement réservés aux hommes. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont réelles, réelles. Mais bon, malgré tout, même si ces critères d'évaluation donc existent, pour autant, donc, est-ce qu'elles sont heureuses? Ça, il y a autre chose. Ça, il y a encore du travail à faire là-dessus. Justement, donc, notre présence à ce forum-là, c'est justement donc chercher des appuis et puis comment dire,
des compétences pour qu'on s'extrait un petit peu du contexte local pour examiner donc les enjeux, puisque nous sommes c'est à peine si nous sommes un grain de sable à un niveau donc mondial, quoi. Et nos populations donc, sont très, très, très menacées et impactées par exemple, par le changement climatique, mais aussi donc par la pandémie du coronavirus et tout ça. Est-ce que j'ai répondu à la question de Vittorie? Oui, 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 vous avez répondu. Merci beaucoup. Et surtout, beaucoup de courage, surtout pendant la COVID, qui est très, très difficile actuellement. Oui. On a des taux de mortalité qui sont très élevés par rapport au nombre de population. Et si vraiment donc les moyens techniques et financiers n'ont pas été obtenus par nos gouvernements, je pense qu'on aurait pu disséminer ces populations de moitié en un an. C'est pour vous dire la vulnérabilité de nos petites villes, quoi. Oui. Oui, merci beaucoup. Si on veut exister encore pour l'humanité, il faut que les femmes, elles se lèvent et puis qu'elles s'affirment. Oui. Oui. Madame Sonia, nous avons également une question dans le chat. C'est de Ebo Ulrich. Il dit, ou elle dit, excusez-moi, Madame Tonia parlait de la vénération de la femme polynésienne, car elle est considérée comme sacrée. C'est bien ça? C'est-à-dire, la personne veut savoir si en Polynésie, la femme, elle est sacrée. Oui, la femme est sacrée, la femme est sacrée. Mais vous savez que dans le monde entier, la première cause des violences, c'est souvent, dans beaucoup de pays, l'excès de consommation d'alcool. Aujourd'hui, cet excès de consommation d'alcool, elle est conjuguée avec la situation sociale de ces populations-là comment dire, qui ont été, qui ont subi donc d'abord une colonisation violente au XVIIIe siècle, et puis aujourd'hui, donc, une colonisation moins criante et moins violente, mais tout aussi, comment dire, meurtrière. C'est celui de rendre les populations qui avaient donc un certain rythme avec leurs pratiques traditionnelles, des populations donc entassées dans des immeubles avec un taux de comorbidité qui est très élevé, un style de vie qui ne leur est pas du tout, adapté. Nous sommes des gens qui vivons au bord de mer. Nous avons besoin de voir l'océan et puis de cultiver donc nos terres. Et le type de développement d'urbanisation qui est proposé dans nos pays, donc on tasse les populations dans les capitales, dans des immeubles avec des conditions de vie qui sont pas du tout dignes du Pacifique, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Mais j'ai également une question. Votre réponse a suscité une autre question. Est-ce qu'on peut dire que du fait qu'elles sont sacrées, elles sont vénérées, elles subissent moins ou elles ne subissent pas du tout les violences, les discriminations et autres? Non, j'ai bien stipulé en début de
de mon exposé qu'une étude qui a été faite par le gouvernement français en détrône le record de violence. Ce sont les États du Pacifique. Ce pas les États du Pacifique, mais c'est les territoires français. Dans ce rapport-là. Et nous avons également eu beaucoup d'apports. Merci vraiment à toutes les participantes, à toutes celles qui sont intervenues pour ces apports-là. Ok, merci beaucoup, Madame Sonia. Désolée pour ce désagrément lié à cette petite intrusion. Alors, chers participants, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a Marie-Laure et Dan qui a levé la main. Alors, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro, votre caméra et poser la question. Marie-Laure, vous avez la parole. Oui. Oui, j'active. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, je suis Marie-Laure depuis le Gabon. C'est vrai que j'ai pris en cours l'exposé de la dame, nos professeurs de l'Océanie. Tout de même, en écoutant les réponses aux différentes questions, il y en a qui me viennent aussi en esprit que je souhaiterais poser. Par rapport à, déjà que vous êtes dans une zone, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes au bord de mer, et donc ça nous amène à parler de l'impact du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire les actions que les femmes ont eu à mener ou alors sont en train de mener par rapport au changement climatique dans votre zone? C'est surtout donc des actions de résilience. Hein. À la COP 21, donc la COP 21 a eu lieu aussi en Océanie. Est-ce que vous m'entendez? La Oui, COP 21, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Oui. La COP 21 donc, a eu lieu en Océanie et la Nouvelle-Calédonie a reçu la COP 21. L'Union des femmes francophones donc, a plaidé pour que les femmes d'une tribu donc, ont organisé une marche de protestation pour se faire entendre sur justement donc, les conséquences du règlement climatique et leurs conditions et leur sécurité. Il s'agissait donc pour elle d'interpeller le gouvernement sur la route qui n'existait, la route ou le pont qui conduisait à un village dans lequel vivaient à peu près 200 personnes, mais dès qu'il pleuvait, donc plus personne ne pouvait ni se faire soigner, ni se faire évacuer d'urgence, ni aller se faire, se ravitailler. Ils avaient de quoi faire dans le jardin, mais donc ils ne pouvaient plus circuler à la moindre pluie. La résilience du dérèglement climatique, on se bat constamment contre les grosses machines administratives, contre les grosses comment dire, oui, les services qui ne font que étudier, et que les populations restent toujours là sans solution. Il y a, ils sont capables d'apporter donc dans ce village Internet, mais ils ne sont pas capables de leur faire un pont, un pont qui demandait qu'à être financé, quoi. Et les femmes, donc oui, voilà, c'est ce genre d'action. Ensuite, les autres actions, c'est attirer donc l'attention sur comment dire, l'administration des provinces pour leur dire que le dérèglement climatique, c'est une chose, mais eux aussi participent elles aussi, elles subissent la pression de l'urbanisme des problèmes, parce que, enfin des provinces, parce que, ils donnent des autorisations de pêche sur des zones qui sont sur des zones de prélèvement de nourriture et de pêche à pied
que les femmes pratiquent. Vous comprenez ce que je veux dire? Elles sont organisées pour après, donc, dans le dérèglement climatique, il y a eu aussi des villages qui ont été détruits par des inondations avec un fort impact, comment dire, psychologique, mais aussi physique sur les familles et en particulier les femmes, hein, sur un traumatisme aussi. Hein. Eh bien, donc on agit pour déjà être auprès d'elles et puis les accompagner et les accompagner dans leur réinsertion. On les accompagne pour aller chercher comment dire, des moyens pour se reloger, mais se reloger là où elles sont, quoi. On évite de déplacer les populations vers les villes parce que c'est pas du tout des zones qui sont très adaptées pour les gens de la ruralité, quoi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oh, oui, j'ai bien compris les actions que les femmes essaient de mener pour le changement climatique. Alors, j'ai un autre aspect. Oui, j'ai un autre aspect. Je rejoins dans l'exposé, donc madame Massan, quand elle dit que les leaders des associations, c'est du bénévole, mais du bénévole gratuit, quoi. Donc, ce sont beaucoup de travail en réseau. Et puis, comment dire, et le réseau donc crée le rapport de force pour se faire entendre des administrations et des institutions, hein, pour que les choses elles avancent un peu plus vite, parce que je pense qu'on doit être aussi quelque part victime de ces grosses machines administratives là. Que le gouvernement donc se plaise à consolider aussi. Ok, merci beaucoup, Madame Sonia. Marie-Laure, est-ce que vous avez la réponse à votre question? Oui, oui, je crois avoir compris. Oui, ça va, merci beaucoup. D'accord, merci. Nous avons une autre question dans le chat de la part de Moussara Salfou qui va toucher plus l'aspect politique, l'aspect institutionnel. Il dit, est-ce que les femmes accèdent-elles aux mêmes instances? Donc, je pense que là, il veut plus rentrer dans les instances publiques, que ce soit les postes au niveau du Parlement, de direction. Ouais. Là, c'est pareil. Nous, on est un territoire français. C'est la France qui a signé, c'est la France qui a adopté la CEDEF, c'est pas la Nouvelle-Calédonie. Dans la CEDEF, donc, on parle de l'approche genre et puis de l'égalité homme-femme. Comment dire, c'est un long processus parce que c'est des visions c'est des visions sociales complètement différentes de ce que nous, on fait. Et du coup, donc, quand on parle, par exemple, de la loi sur la parité et son application, elle a été votée, donc, promulguée donc, en 2000 en France. Et nous avons dû nous battre, protester, organiser notre voix, parce que les responsables politiques, ou en tout cas donc les responsables de notre pays, avaient décidé que les femmes kanaks n'étaient pas encore assez en maturité pour assumer des responsabilités politiques, ni de siéger dans les institutions politiques. Du coup, on a eu gain de cause et en tout cas, donc, les mentalités ont été bousculées par notre action et on a pu donc mettre la loi sur la parité en Nouvelle-Calédonie en 2004. Donc, ça a mis 4 ans pour faire le tour, pour venir de l'Europe en Océanie. C'est vous dire le temps que prend aussi le changement des mentalités. Est-ce que j'ai répondu?
Oui, Notre j'ai eu projet ma en tout cas, réponse. pour l'Union des femmes francophones, parce que de toute façon, cette loi sur la parité, elle n'est applicable que sur les suffrages directs. Et dès que le suffrage il devient indirect, paf, on n'a pas l'obligation de la parité. Du coup, donc, c'est un moyen pour le système patriarcal de reprendre la main à un autre niveau des institutions pour mieux contrôler et puis remettre les mêmes méthodes de réflexion sur l'organisation du pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sonia. Donc, je pense que c'est un as sur lequel l'Union des femmes francophones de l'Océanie doit également travailler. Parce que si nous voulons atteindre la génération égalité, c'est sur tous les fronts, que ce soit à la maison, que ce soit dans la politique, dans les instances, etc. Alors, toutes les femmes de tous les pays, de tous les continents, vous souhaitent bon courage dans cette lourde tâche et nous espérons que lorsque nous serons au second forum francophone, nous aurons des solutions, bien peut-être des chiffres assez louables. Alors, nous avons une autre main qui est levée. Il ne s'agit plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je profite par la même occasion pour vous rappeler qu'il était question de la toute première session, de la première journée de ce forum francophone qui est basé sur le thème renforcement du mouvement des femmes francophones. Comment pouvons-nous y contribuer? Alors, aujourd'hui, il s'agissait de la session de l'Océanie qui est à GMT+11. Nous tenons donc à remercier encore une fois Madame Sonia Tonia qui a fait vraiment un énorme sacrifice pour être avec nous actuellement. Donc, elle est la présidente de l'Union des femmes francophones de l'Océanie. Donc, merci beaucoup pour votre brillante participation. Je veux saluer Nadia et Zana tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci pour votre participation active.